Bonjour très chers amis de Quelle Afrique, je viens très rapidement par cette vidéo. Vous avez été très nombreux à m'écrire inbox pour faire un petit commentaire sur le problème, les tensions politiques qu'il y a à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo où le président du bureau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lwakanyingi King, est visé avec certains membres de son bureau à une pétition. Une parenthèse, on ne dit jamais président de l'Assemblée nationale. On dit président du bureau de l'Assemblée nationale. Je trouve des professeurs d'université, des journalistes, de ceux qui disent président du bureau, président du Sénat. Il n'y a jamais eu le président du Sénat. Président du bureau du Sénat, président du bureau de l'Assemblée nationale, le président du bureau de l'Assemblée provinciale. Voilà. Mais avant d'aller dans cette analyse qui ne prendra qu'une dizaine de minutes, j'aimerais vous lire une ou deux lignes d'un paragraphe et rendre un hommage, dire merci à quelqu'un ici. Le 9 septembre 2025, le CNSA, Conseil national de suivi des accords, avait rendu un communiqué dans lequel il y avait 3 sujets, 3 points traités. Le troisième, de la situation préoccupante de M. Jacky Ndala, ayant été saisi par sa famille sur la dégradation inquiétante de son état de santé. Le CNSA demande au gouvernement, pour des raisons humanitaires et pour cause de cohésion nationale, d'autoriser son transfert dans un centre hospitalier pour des soins appropriés et d'envisager sa libération pure et simple. Le CNSA demande également au gouvernement de bien vouloir examiner d'autres cas similaires à travers le pays, signé Joseph Olengakoy Mukunji. J'aimerais, comme vous l'avez appris, Jacky Ndala, président national d'un parti politique, très proche à Moïse Katumbi, a été libéré. Et je félicite Joseph Olengakoy qui, dans ce moment difficile que traverse la République démocratique du Congo, Joseph Olengakoy est président du CNSA. Il prend la langue, il prend courage de dire certaines choses, parfois contre ses propres intérêts, mais on voit qu'il ne vise pas un poste, qu'il ne vise pas ses intérêts personnels. Joseph Olengakoy, il prend le courage et de pointer de doigt là où c'est mal, c'est mal. Plusieurs fois, il condamne les violations massives des libertés et droits humains dans le territoire sous contrôle du M23, comme il est fait par rapport au gouvernement. Chapeau à Joseph Olengakoy, que le gouvernement puisse, avec le nouveau ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, de poursuivre avec des réformes et des cas similaires afin d'assurer la libération des compatriotes qui croupissent dans les geôles de nos prisons. Et voilà. Alors, je reviens à la question Vital Kamerhe. Vous savez que j'ai hésité parce que notre bureau d'études stratégiques n'a pas pour vocation d'aller sur les individualités, même si en géopolitique, les acteurs peuvent être des acteurs étatiques, des acteurs physiques, individuels, mais aussi des acteurs moraux qui influencent la scène nationale et internationale. Et donc, de ce point de vue, oui, on peut parler des acteurs, parce que Vital Kamerhe n'est pas un moindre acteur politique en République démocratique du Congo. 50% de fautes à Vital Kamerhe, 50% de fautes à Félix Tshisekedi. Je commencerai par Félix Tshisekedi. La seule faute du président Tshisekedi, et que je reprocherai toujours à l'UDPS, c'est regarder le parcours de l'UDPS et même du docteur Etienne Tshisekedi, leur père biologique et même président, l'ancien président de l'UDPS. Ils ne respectaient pas vraiment les engagements. Même si moi-même, je ne porte pas vraiment Vital Kamerhe, parce qu'une personne que je suis plus de 20 ans, dans la scène politique de notre pays, le président Tshisekedi ne respectait pas les engagements. Il ne respectait pas les engagements. Et il aurait dû, avec tout ce que Vital Kamerhe a enduré sous Kabila, etc., il aurait dû juste lui retourner l'ascenseur pour 2028. La deuxième faute qui fait les 50% du président Tshisekedi, c'est que dans la tête du président Tshisekedi et de ses proches, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, n'a pas de mandat. Pourtant, la Constitution lui confère un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, donc 10 ans, et il court à la fin de son deuxième mandat. Pour les gens de l'UDPS, Tshisekedi a une mission.
pour ce pays-là. Donc, lorsque vous décortiquez la sémantique, les mandats est limité, la mission est illimitée. Donc, la mission va au-delà du mandat. Ça veut dire tout simplement que le président Tshisekedi, dans sa tête, il ne voudrait pas quitter le pouvoir en 2028. N'eût été le rapport de force renversé par le M23, on serait aujourd'hui dans un processus de changement de constitution. Vous savez qu'à un moment, lui-même, chaque fois qu'il a quelques quiétudes, la quiétude, le bonheur, la boulimie du pouvoir, la satisfaction, on a toujours vu les sorties médiatiques et fracassantes du président Tshisekedi. Tantôt, je m'en prendrais à tout Congolais, je m'en fous de droits de l'homme. Qui êtes-vous pour m'empêcher de réviser ou de changer les constitutions? Le président était soit lors d'une campagne, soit sortant de la campagne électorale où il est sorti victorieux au regard des publications de la Commission nationale électorale indépendante. Nous savons que ça a été des élections totalement bâclées parce qu'elles ont violé massivement toutes les règles. Vous savez qu'on vote pour un jour, mais là-bas on a voté pour 7 jours, je reviendrai prochainement. Et que donc, comptant de 73%, 73% pour les Français, le président Tshisekedi s'est vu avec un boulevard ouvert, étant sûr d'avoir neutralisé les ambitions, entre guillemets, de Vital Kamerhe. Et donc, Félix Tshisekedi fonctionne dans sa tête avec quelqu'un qui n'a plus de compte à rendre dans les 10 ans. Lui, il va au-delà, il doit aller au-delà, et que le M23, et c'est ici le seul mérite de ces mouvements politico-militaires. Le seul mérite du M23, abonnez-vous massivement à notre chaîne et partagez, coupez comme on le dit souvent dans le jargon numérique, coupez, partagez. Le seul mérite du M23, c'est d'avoir freiné une dictature naissante de Félix Tshisekedi par la prise de Goma et la prise de Bukavu. N'eût été le M23, Félix Tshisekedi est dans la démarche de neutraliser systématiquement toute voix discordante et tout individu qui lui serait gênant pour qu'il puisse réaliser son projet funeste de s'éterniser au pouvoir. C'est ainsi qu'il va le neutraliser à l'intérieur. Soit il vous neutralise, vous allez en prison, soit carrément vous allez en exil. C'est cela la démarche. Et que donc, dans sa tête, ça fonctionne comme ça. Et Vital Kamerhe l'a compris, je vais venir sur Vital Kamerhe. Un troisième élément dans les 50% du président Tshisekedi, c'est que les Tshisekedi, je parle de leur famille, et je parle de leur famille tant biologique que politique, gardent en souvenir l'élection présidentielle de 2011. Vous vous rappelez? Vital Kamerhe quitte Joseph Kabila, crée son parti politique Union pour la Nation en 2009, et donc devient membre de l'opposition. Il rencontre plusieurs fois Etienne Tshisekedi, ils discutent pour faire un ticket ensemble. J'ouvre une parenthèse très rapidement. Joseph Kabila avait joué les jeux entre 2006 et 2011 de changer les constitutions et donc changer les 2 tours des élections. On passe de 2 tours à un seul tour. Donc en ce qui concerne l'opposition, multiplier les candidatures à l'opposition était de nature à faire le boulevard, le lit, du seul candidat de la majorité au pouvoir. Et Félix Tshisekedi, qui était à l'époque secrétaire général adjoint, secrétaire national ou général adjoint chargé des relations extérieures, a été en langue avec Vital Kamerhe pour l'amener auprès de Tshisekedi pour créer un ticket. Sauf que Kamerhe, ça c'est le défaut, je reviendrai, c'est une jourouette. Il est tellement imbu de lui-même, il aime le pouvoir, tout le monde aime le pouvoir, hein, pour ceux qui s'approchent des questions politiques. Vital Kamerhe dira, je ne suis pas venu faire carrière à l'opposition. Parce que pour lui, Etienne Tshisekedi sera élu, et lui, il va assumer juste une responsabilité de président de l'Assemblée ou Premier ministre, mais bon, voilà. Pourtant, il se voyait, lui, battre Joseph Kabila, alors que la communauté internationale, les grandes puissances qui ont créé Joseph Kabila, avaient encore besoin de lui jusqu'un peu plus tard. Et ça, l'UDPS n'a jamais oublié. La famille Tshisekedi ne l'a jamais oublié. Peut-être que c'est Kamerhe qui l'a oublié. Je crois pas qu'il l'ait oublié. Donc, dans le camp de Tshisekedi, vous avez compris les 50%, ce que Tshisekedi veut, a une mission pour ce pays, mais il n'a pas de mandat.
Donc, il faut changer de constitution. Or, je rentre chez Kamere, l'accord de Nairobi, un accord entre deux partis politiques, entre deux familles politiques, c'est un document privé hein, qui n'engage pas la République. Mais c'est des engagements politiques qui ne sont pas coulés en force de loi. Ils sont convenus à ce que Félix soit soutenu par Vital Kamerhe pour 5 ans. Entre 2018 et 2023, Vital Kamerhe sera Premier ministre, Tshisekedi président. Pour qu'en 2023, ils font comme Medvedev et Poutine, Tshisekedi devient Premier ministre et il soutient Vital Kamerhe. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, toujours en politique. Parce que la Constitution dit le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Alors, total des opérations, les élections de 2018 ont fait que il y a eu un ovni qui est né. La Seigneur Tshisekedi était élu président sans avoir une majorité. La majorité à Kabila, et ils ont créé pas une cohabitation, mais c'était une coalition. Cette coalition n'a pas fonctionné. Et Vital Kamerhe s'est contenté d'être directeur des cabinets, lui qui pouvait être Premier ministre. Mais le Premier ministre vient de la majorité parlementaire qui appartenait à Joseph Kabila à l'époque, et donc Ilou Kamba a été Premier ministre. Ça n'a pas marché. En 2021, Tshisekedi rompt l'alliance et transforme cette majorité en sa faveur. Sauf qu'en même temps, Vital Kamerhe ne s'était pas très bien comporté les 2 premières années. La première année d'ailleurs, même les premiers 6 mois. On l'a vu un petit peu comme vice-président, celui qui était l'ordonnateur de toutes les dépenses, etc. Le chef de l'État est là, lui, il doit être là. En politique, ça ne fonctionne pas comme ça. Le pouvoir n'a pas d'amis. On a commencé au fait que Vital Kamerhe, partout il passait, il faisait voir que moi, je l'ai fait. C'est le principal allié, il faut le dire. Ça, on ne peut pas le lui nier. Le principal allié, mais il n'était pas question de rappeler à Tshisekedi tout le temps que moi, je t'ai soutenu, qu'en 2023, tu dois me soutenir. Tshisekedi n'était plus obligé, au regard de la Constitution, de le faire. Et donc, il devenait gênant. Et on lui a envoyé un premier message, l'arrestation dans le dossier de 100 jours. J'ouvre une seconde parenthèse. Dans le dossier de 100 jours, retenez ceci. Les directeurs des cabinets, les collaborateurs du président de la République. Moi, j'ai été dans le cabinet d'un ancien chef d'État, Joseph Kabila. Les ordres viennent du président. Joseph Kabila avait laissé 1,5 milliard. Tshisekedi arrive et il dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Et Kamerhe sort l'idée d'un projet, de programme de 100 jours. Pour qu'en 100 jours, qu'on voit certains projets, réalisations, certains projets d'impact visibles. Sauf que Tshisekedi, qui vient de l'opposition, doit se faire une santé financière. Et Tshisekedi a mis la main dans la caisse de l'État. Et environ 500 millions ont été décaissés pour le projet, dit projet de 100 jours, plus tard Tilégé, lui, plus tard d'autres projets. Je ne mélange pas ici la budgétisation des différents projets, mais le projet de 100 jours avait environ 400 à 500 millions de dollars parce que les réserves bancaires laissées par Joseph Kabila se situaient à 1,5 milliard. Mais Vital Kamerhe a vu comment l'argent sortait. Les Kabila, les Tshisekedi qui commençaient à inaugurer des jets privés, des villas à gauche, à droite, les familles qui s'est stabilisées. Tshisekedi, Félix, je veux dire, Vital Kamerhe le voyait. Et lui-même a mis aussi l'argent sur un projet de maison préfabriquée d'environ 57 millions de dollars. Pour votre information, vous le savez, l'argent décaissé, les maisons ont été construites, mais moins de 1500 maisons sur 4500 maisons. Aucun militaire, les maisons préfabriquées pour les camps militaires et les camps policiers. Au fait, le projet a couvert les détournements que Vital Kamerhe avait fait pour son chef. Et c'est lui qui a été le fusible, qui a accepté d'être le détonateur et tomber à la place de son chef. Sauf qu'en volant pour le chef, couvrir le chef, lui-même a volé un petit peu. Mais dans la tête des UDPciens et des Tshisekedistes, premier message, l'humiliation l'envoyait en prison. Il sort de là, on va aux élections. Vital Kamerhe commettra, je ne dis pas qu'il commettra la deuxième erreur, mais Félix Tshisekedi approche Vital Kamerhe, il lui confie la mission d'être vice-premier ministre, ministre de l'économie. Là encore, Vital Kamerhe aurait, je n'ai pas beaucoup d'éléments, détourné l'argent de projets maïs, qui sont allés en Afrique du Sud, 4 ministres pour aller au moment où il y avait pénurie de maïs en RDC. Une question qui n'a pas été élucidée.
Mais il était vice-premier ministre, premier allié du président Tshisekedi, deuxième force politique à l'Assemblée nationale pour cette législature 2018-2023. Tshisekedi l'appelle, il nous dit, mon cher ami, on s'est convenu que je puisse te céder en 2023, mais l'appétit vient en mangeant, soutiens-moi en 2023 et en 2028, toi tu t'en vas. Moi je te soutiens. Moi je m'en vais et toi je te soutiens. Vital dira, monsieur le président, mais c'est de l'ordre de la logique, parce que d'abord, le président est élu pour 5 ans dans une seule fois, et que là, voilà, ce n'est pas mal, on y va. Moi, je te soutiens, c'est son ami, je te soutiens, tu me soutiens en 2028. Sans savoir que dans la tête de Tshisekedi, il n'a plus de mandat, mais il a une mission, donc ça va au-delà des mandats. Sauf que ça commençait à parler après les élections 2023, clairement, on commençait à dire que le président doit changer de constitution. Et on enverra un deuxième message qui était un avertissement sévère à Vital Kamerhe, il ne l'a pas compris. Pendant qu'il y avait des tractations pour l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, parce que le Parlement congolais bicaméral, il y a le Sénat et l'Assemblée nationale, le Sénat 120 avec un bureau, l'Assemblée nationale, 500 députés avec un bureau. C'est pendant les primaires entre les candidats au bureau de l'Assemblée nationale qu'il y a eu un vrai faux coup d'État où mon aîné Jean-Jacques Ondo se faisait arrêter, on faisait partir l'administrateur général de service de renseignement, Loussa Doussou. Je vous ai dit que ce faux coup d'État avait deux objectifs. Le premier objectif, c'est faire partie de Loussa Doussou qui a découvert à travers l'audit qu'il a mené avec Jean-Jacques Ondo, ils ont trouvé énormément de casseroles dans les détournements, les crimes financiers dans lesquels sont même concernés les frères du chef de l'État, les proches du président, les proches parents du président. Deuxièmement, il fallait envoyer un message à Vital Kamerhe qui ne doit pas avoir un peu plus d'ambition pour 2028 parce que le président n'en a pas encore fini avec le pays. C'était ça l'objectif de ce coup d'État. C'était ça l'objectif. Parce qu'on ne voit pas pourquoi est-ce que les assaillants qui veulent prendre le pays arrivent, ils vont choisir une résidence d'un vice-premier ministre de l'économie, et ils vont aller attaquer le bureau du président de la République. Le président habite à 8 km de là, etc., ou à 5 km de là, sans plus avec 17 Kalachnikov qui n'ont rien à voir avec quelques munitions. Non, c'était un coup monté qui a été juste une grosse bêtise, mais dont les gens paieront lorsque les institutions sérieuses se mettront en place. Voilà, Vital Kamerhe a commencé à s'énerver. Et il en parlait à qui veut l'entendre, il a gagné les élections au bureau. Je ne parlais pas de la pétition, de ce qu'on lui reproche dedans, parce qu'il y a de manifestations financières selon les pétitionnaires, etc. Je ne rentre pas là. Moi, je reste dans l'aspect politique de la chose. Vital Kamerhe va tomber. Il va tomber, et je vous donne, là vous comprenez les vraies raisons, parce qu'on utilise toujours, mais il y a des tournements à gauche, à droite. Dans l'armée, il y a des tournements. À l'économie et ceci, il y a des tournements. Le vice-premier ministre qui vient d'être nommé, Adolphe Mozito, venait de dire que nous sommes à plus de 16 milliards de dettes. Félix Tshisekedi est en train d'engouffrer le pays dans un endettement et la RDC risque de connaître une récession d'ici là. Et dans Total Opérations, Vital Kamerhe, dont le pouvoir qu'il aime, absolument le pouvoir, lorsqu'il tient des missions, partout, il parle aux partenaires africains, partenaires occidentaux, européens, asiatiques, etc., qu'il voudrait, lui, être soutenu en 2028 parce que ça sera son tour. Et voilà. Mais ces informations lui retournent et reviennent au président Tshisekedi, qui dit, tiens, mais lui... Et dans la tête du président Tshisekedi, même si certaines circonstances des rapports de force le contraignaient à quitter le pouvoir, il n'attend pas désigner Vital Kamerhe comme dauphin parce que Kamerhe ne le protégera pas. Je parle ça avec précision. Et moi, de cet angle-là, je suis d'accord avec le président Tshisekedi. Parce que Kamerhe, je donne la dernière raison pour laquelle il s'est brouillé avec Tshisekedi, sa proximité avec le Rwanda.
Et la même erreur qu'a commis le cardinal Ambongo, s'afficher, aller au Rwanda, louer le Rwanda. Vital Kamerhe, matin, midi, soir, il loue le Rwanda. Le Rwanda a occasionné plus de 10 millions de morts. C'est les rapports internationaux, les rapports des Nations Unies, etc., Human Rights Watch, etc. La déstabilisation de notre pays vient du Rwanda par les mêmes des multinationales soutenues par des États occidentaux. Et Vital Kamerhe a été un jour lors du mariage de l'ancien général, chef d'état-major général du Rwanda, James Kabarebe, alors qu'il était directeur du cabinet de Félix Tshisekedi dans la législature 2018-2023, lors du mariage de la fille de Kabarebe, Kamerhe dira, d'abord il a amené 24 vaches, et dans ce mariage il était accompagné de sa femme, Amida Chatur Kamerhe, et Kamerhe prendra la parole pour dire, excusez-moi, mais je vais parler ici parce que je vais parler de droit. Nous, quand le grand frère fait marier, donc il appelle James Kabarebe, le Rwandais, qui nous fait la guerre, il dit, quand le grand frère fait marier sa fille, il ne prend pas parole. C'est moi, le petit frère, qui doit prendre parole, et je viens avec ces gestes symboliques pour déposer, et je remets 24 vaches. Ça dit tout. L'Ukraine est en guerre avec la Russie, et c'est le président de l'Assemblée nationale, le président du bureau de l'Assemblée nationale de l'Ukraine, qui va dans un mariage d'un général, d'un ancien chef d'état-major général de la Russie, dans un mariage pour dire, ben voilà, moi ici, ça ne passe pas. Et au-delà de tout ça, lorsqu'il y a des réunions internationales, de la francophonie, de ceci, Vital Kamerhe ne boycotte aucune réunion où il y a la présence du Rwanda. Eh bien, par contre, c'est des accolades, c'est de ceci, c'est mon frère, c'est cela. Bon, alors, je n'entre pas dans d'autres détails. Il faut savoir tout simplement que la proximité je veux dire, de Vital Kamerhe du Rwanda et sa soumission, son obéissance, son attachement aux agresseurs de la RDC fait que il y a questionnement au niveau de l'opinion nationale. Et les observateurs indépendants, neutres, savent que Vital Kamerhe a toujours souffert le chaud et le froid entre le Rwanda et nous, et la RDC. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, Félix Tshisekedi se trouve dans une situation où, tiens, mais voilà, ce n'est pas la personne, moi je me bats contre le Rwanda, même si j'ai toujours douté un petit peu, parce que moi je peux mettre fin à la guerre du RCD sans les États-Unis, sans quoi, en 3 mois. La guerre du M23 FC, 3 mois. Je le dirai prochainement, lorsque je veux vous faire des révélations sur le voyage du jeune frère du président en Angola. Jacques Tshisekedi est allé en Angola, porteur d'un message secret au président angolais Joao Lourenço. Voilà les choses pour lesquelles l'Afrique est spécialisée. Ce n'est pas pour des individus. Mais pour respecter vos demandes, voilà pourquoi je suis venu ici. Ça sera le week-end prochain, je vais vous donner des révélations sur cette question-là. Et donc, Vital Kamerhe perd son poste aujourd'hui pour le fait d'aimer le pouvoir, pour être en colère déjà que Félix Tshisekedi est en train de les dribbler, mais aussi pour sa proximité avec le Rwanda, mais aussi son imprudence, hein, quand il est à Paris, il parle à ses homologues français, même ici en Belgique, au Canada, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, appuyez-moi, appuyez-moi, et voilà, et ça commence à mettre le président Félix Tshisekedi quasiment en insécurité. Voilà le contexte du départ. Maintenant, les griefs, il ne gère pas bien l'argent. Il a instauré un système opaque. Il n'y a pas de règlement de gestion financière. La gestion financière, la dotation qui vient du gouvernement pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous savez que Vital Kamerhe touche entre 2 millions à 3 500 000 dollars le mois pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, le paiement de députés, la maintenance de ces bâtiments, toute la vie pour la viabilité de ce bureau-là, et que lui-même se tape 350 000 dollars le mois. Lui-même. Je veux dire, le rapporteur, le professeur Jacques Njoli touche 47 000 dollars le mois. Non, 65. 65, je vais me référer à mes notes, je crois, 65 000 dollars le mois. 65 000 dollars pour un seul individu qui a 4-5 personnes. 65 000 dollars le mois. Voilà dans quel contexte. Bon, alors maintenant, l'UDPS qui voudrait à tout prix voir Kamerhe partir, va profiter de cette pétition dont elle est à la base.
l'UDPS est à la base de cette pétition parce que le député Bindoulé, qui est le principal pétitionnaire, était transfige du parti politique de Vital Kamerhe et il est membre de l'UDPS. Donc, Tshisekedi ne peut pas se dire innocent de cette situation qui arrive à Vital Kamerhe, son premier collaborateur, son premier allié, dont tout simplement l'allié devient encombrant. Et Tshisekedi, dans le plan de neutralisation, utilise le rapport de force qu'il a pour écarter tout candidat toute personne qui lui serait une sorte d'ombrage, qui lui mettrait de l'ombrage pour qu'il se présente en 2028. Félix Tshisekedi aura alors réussi son coup si tous les Congolais naïfs se mettent à constater seulement la dérive totalitaire qui est en train de s'installer. Je parlerai un jour spécifiquement sur les Tshisekedi. Un dernier élément, Tshisekedi est en train d'attendre un petit peu pour profiter du deal entre l'État congolais, le Rwanda, à Washington, pour que Washington puisse mettre fin à la guerre, neutraliser le Rwanda pour dire, bon, ok, le Rwanda vient prendre un petit peu de minerais, mais laisse la RDC tranquille, avec Trump, bien sûr, et qu'après, on va voir ce que ça va se donner, et Tshisekedi voudrait, ayant l'appui de la première puissance mondiale, voudrait à ce moment-là se faire un boulevard. Et avec Donald Trump, qui est très illégal dans beaucoup de choses qu'il fait, qui est très inconstant, qui n'a pas de position, qui change tout le temps, qui est un business, il fait juste le business, il fait les affaires, mais il est à la tête, il est légitime, je veux dire légitime, il a été élu par les Américains. Donc, Tshisekedi voudrait profiter de la présence de Trump pour qu'il puisse lui aussi se pérenniser au pouvoir un petit peu. Mais Kamerhe ne l'attend pas de cette oreille. Alors, un conseil à Kamerhe, s'il peut prendre le bateau, une pirogue, traverser avec sa femme et enfants, quitter le pays. Si Joseph Kabila a été clément envers lui, ne lui a pas arraché, n'a pas saisi ses comptes en banque, ne lui a pas arraché une ou l'autre maison, ses biens, etc., les Tshisekedi n'ont pas de cœur. Ils vont le neutraliser systématiquement et financièrement, il sera asphyxié, politiquement, il sera mort et physiquement, il sera en prison. Parce qu'on va aller jusque dans l'audit sur sa gestion, le dossier des maïs, sa gestion à l'Assemblée nationale pendant un an et quelques mois. Il devait faire comme Matata, sorti de ce pays. S'il suivra ou quelqu'un pourra couper cette partie, qu'il sorte de ce pays-là. Maintenant, pendant qu'il y a un peu audit, etc., il s'organise, qu'il traverse à Brazzaville et qu'il prenne l'avion, ou qu'il fasse comme un Matata, brièvement. Je ne lui apprendrai pas comment le faire. Les Tshisekedi n'ont pas de cœur. C'est comme ça qu'ils ont étouffé, ils ont failli tuer Jean-Jacques Ewondo. Ils ont tué Chéribin Okende. La journée, on l'a étouffé par la DEMIAP. Par l'un des proches membres de la famille biologique du président Tshisekedi. Il y a des éléments qui sortent sur la place publique petit à petit. Je parle ici, je mets bien sûr au conditionnel, et les éléments sortent peu à peu. Il y a des gens qui sont morts dans le procès 100 jours. On a étouffé un juge. Les Tshisekedi n'ont pas de cœur. Alors c'est vital que je ne porte vraiment pas dans mon cœur, parce que moi, c'est lui qui trahit la RDC, qui se met avec les agresseurs, je ne le porte pas, qu'il sorte de ce pays. Mesdames, messieurs, excellent dimanche. Mesdames, messieurs, je veux dire excellent dimanche et rendez-vous au prochain numéro.